Donc là, on poursuit notre série de dégustations privées, Volnay, Beaune, on continue du sud au nord, Corton, donc on est passé sur un grand cru qui était la 4e cuvée sélectionnée pour les particuliers. Voilà, donc là nous sommes sur grand cru. Les grands crus en Bourgogne, c'est 1,5% de la production, donc là on est vraiment dans le rare du rare. Et sur un grand cru rouge de la côte de Beaune, mais encore plus rare, puisque c'est le seul grand cru rouge de la côte de Beaune, qui est au nord de Beaune, sur la colline de Corton. La colline de Corton est sur 3 communes, la Doie, plus au nord, Alous-Corton, le cœur, et la partie sud sur Pernan. Là, on est sur la commune d'Alous-Corton, hein, sur des renards et des bressandes, donc au-dessus des maréchaudes. On est sur des vins qui sont les vins, peut-être les plus grands vins de garde des Cortons. On est vraiment sur du vin de garde et on a voulu, sur 2010, profiter de cet effet concentration du millésime avec potentiel de garde du terroir pour arriver à faire quelque chose qui puisse donner du plaisir vraiment dans le temps. Pendant 15-20 ans sans problème, 15-20 ans sans problème. J'ai dégusté encore récemment des vins des années 80, c'est exceptionnel, c'est magnifique. On est sur des arômes beaucoup plus animal, fourrure, mais c'est vraiment du grand vin. Du grand vin de Bourgogne. On n'est pas sur les fruits rouges des grands crus de la côte de Nuits, mais Corton est vraiment un vin à part dans cette série de grands crus. Nous sommes propriétaires également en Maréchaude, ce qui nous permet de bien appréhender ce terroir. C'est vrai que d'une manière générale, le fait d'avoir cette activité d'éleveur, mais tout en étant producteur nous-mêmes et vinificateurs sur toute la côte, nous permet de connaître les terroirs et de connaître la réactivité de chaque climat, en fait, parce que dans le temps, c'est important d'avoir une expertise avec le recul. Choisir un élevage lorsqu'on ne connaît pas un climat, c'est choisir un élevage à l'instant T. Mais lorsqu'on a une expérience, une expertise par rapport au climat et maintenant, évidemment, par rapport au vin des hospices, puisque ça fait tout de même plus de 10 ans que nous sommes les acheteurs les plus importants, mais ce n'est pas pour être le plus important, c'est simplement pour avoir la chance d'avoir une vingtaine de cuvées tous les ans en élevage et finalement de se familiariser vraiment avec ces vins, de savoir ceux qui méritent un élevage un petit peu plus long, ceux au contraire où on savoir comment ils réagissent en fait. Comment ils vont réagir, ça c'est une expérience qui est inestimable. Les hommes de toute l'équipe qui sont avec moi depuis plus de 15 ans dans cette maison connaissent évidemment l'évolution de ces vins et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle nous sommes devenus le premier acheteur, c'est cette expérience mise à la portée de tous les gens qui veulent acheter des vins ou faire élever les machines. Voilà. Donc, on est sur un terroir, je leur dis encore, qui, Corton Charlotte Dumais, ce terroir de renard et bressandes, confère des vins vraiment à potentiel. Et plus on va aller sur la concentration et sur la capacité de garde, plus on va avoir un stade de fermeture au début. Alors, quelque part, c'est pas le meilleur moment pour le déguster. Enfin, quelque part, c'est très jeune. On va se donner du plaisir, malgré tout, parce qu'on est en phase où on a quand même des arômes. Et il est vrai qu'une fois que la mise en bouteille sera faite, on peut permettre évidemment aux acheteurs d'en goûter une pour voir, mais ils se rendront vite compte qu'il faut laisser du temps au temps. C'est pas le tout d'acheter un grand cru pour dire acheter un grand cru, il faut savoir le consommer. On peut patienter pour le déguster, entre amis. Là, on est très profond. On a cette, on sent, quand je dis profond, par rapport même à un premier cru, lorsqu'on met le nez sur le verre, on a l'impression de plonger vraiment comme dans un tunnel, ça n'arrête pas, quoi. On a des arômes, et on ne sait pas où. Je dirais que
c'est comme si on n'atteignait pas le fond. Au fur et à mesure, on a des arômes qui arrivent et qui vous explosent au nez. Et on avait la profondeur d'un vin. Je trouve qu'on a un mélange à la fois fruits noirs, épices, un peu tabac et un peu aussi ces notes un peu café, torréfié. Tout à fait. Le côté torréfié est également issu du fût, mais on a quand même ces notes effectivement de tabac, des très épicées. Là, on sent qu'on remonte un petit peu vers la côte de nuit. Donc on a cette finesse en plus qui vraiment arrive avec cette puissance. Il y a une matière qui est quand même beaucoup plus dense encore. Oui, qui est dense et qui enveloppe tout le palais, et avec une rétro-olfaction très longue. Et la différence, d'ailleurs, les dégustateurs, les sommeliers, ceux qui cherchent à reconnaître un petit peu tous les vins, c'est une des premières phases dans la dégustation, c'est d'essayer de trouver ce qu'on appelle les caudalie en termes scientifiques, c'est-à-dire la longueur de la persistance en bouche. Et là, on ne peut pas se tromper. Lorsqu'on est sur grand cru, on a une persistance en bouche beaucoup plus importante que sur un premier cru. Comme un premier cru, elle est plus importante par rapport à un village. On va déjà déterminer ça. Lorsqu'on ne connaît pas tout à fait l'origine d'un vin, on va déjà essayer de déterminer sa hiérarchie. Parce que pour trouver après à l'aveugle un millésime, on va essayer de trouver la hiérarchie. Parce que si on est sur un grand vin, on peut être sur un vin beaucoup plus vieux qu'on ne pense. Alors qu'à l'inverse, si on est sur une appellation village, on peut être sur un vin plus jeune, c'est ça. Donc on va commencer à trouver cette hiérarchie. Et un bon vin, c'est un vin qui reflète totalement son origine de son terroir, mais aussi cette hiérarchie. Là, on ne peut pas se tromper par rapport à ce qu'on a goûté, même avec les meilleurs volnets du monde, les meilleurs pommards. Là, on est sur un vin, on a franchi un cap. Et c'est ce qui fait... il y a qu'à 1,5% des vins de Bourgogne qui sont classés dans ce segment de grands crus, qui ont le droit à ce grand cru. Ce n'est pas un hasard. C'est vraiment exceptionnel. Là, le vin, par contre, a besoin encore de se densifier. Il va se densifier dans le fût et on a besoin d'un élevage beaucoup plus long. Parce qu'on a... Au niveau des tanins, on a quand même une accroche qui est là. Il faut savoir que pour permettre pour accompagner le vieillissement de ce grand vin, la vinification de ce vin a été faite en grappe entière. En grappe entière, c'est-à-dire qu'on a laissé la charpente qui tient les grumes. Lorsqu'on coupe le raisin, la rafle, donc on a laissé macérer pendant la fermentation. Ça apporte des tanins supplémentaires, mais qui permettent donc une longévité encore plus importante, mais qui vont être un petit peu... un peu serré au début. Un peu serré au début, donc ça c'est normal. Et ça c'est ce que l'on fait lorsqu'on veut accompagner quand même des grands vins dans le temps, on essaye de laisser, si la maturité le permet, cette rafle. Donc raisin non égrappé. D'accord. Et on avait cette super maturité en 2010. Et on avait une très belle maturité en 2010 qui nous a permis de le faire. Qui a permis aux vinificateurs de le faire. Et nous, dans la phase d'élevage, on va tenir compte de cette méthode de vinification pour accompagner évidemment un petit peu plus longtemps. Parce que enfermer le fruit du vin, c'est bien, mais il ne faut pas enfermer un vin qui n'est pas arrivé en fin de maturité d'élevage, parce qu'on va casser, on va couper cet élevage, et si cet élevage n'est pas terminé au moment de la mise en bouteille, il ne sera jamais terminé. Il faut vraiment savoir patienter pour mettre en bouteille. Certaines années, rien n'est écrit. Certaines années, on se dit, il y a beaucoup de fruits, c'est des vins qu'on ne va pas laisser très longtemps en élevage, et finalement, avec le temps, on s'aperçoit que ces vins se révèlent, et ont besoin d'encore un peu plus de temps. Et ça, c'est vraiment... C'est un petit peu ce qu'on a fait sur les 2009, où on pensait qu'on allait... Enfin, les cuvées, les deux cuvées sélectionnées. C'est ce qu'on a fait également sur 2002. Voilà, c'est ces millésimes qui sont tellement croquants qu'on se dit... On a envie de les garder tout de suite. On a envie de garder ce fruit-là et d'enfermer tout de suite le vin dans la bouteille, et finalement, au fur et à mesure des mois qui passent, on s'aperçoit que
Ils ont encore des choses à donner. Ils ont du potentiel et ils ont encore à patienter donner, on les laisse patienter un peu. Voilà, l'inverse est plus rare de se dire ça c'est un vin qui va pouvoir tenir et finalement au bout de 6 mois, non, ça s'est jamais vu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit en termes de mise en bouteille, que lorsqu'on dit aux clients les vins seront disponibles dans le premier semestre de l'année plus 2, c'est pas... Voilà, c'est ce qu'on veut se garder, la possibilité du temps. Donner le temps au temps, il serait dommage de casser cet élevage par une mise en bouteille trop précoce. Donc il faut savoir patienter, même si parfois il faut attendre encore quelques semaines de plus. Ok, merci beaucoup.